Bonjour, c'est Minako de Kunda Yoga. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Linde, que j'ai rencontrée en septembre lors d'un événement à Bruxelles. Donc, elle vient de Autriche, de la Vienne. Mhm. Lorsqu'on s'est rencontrés, nous avons parlé de plusieurs sujets. Euh, Notamment, en fait, on a eu un parcours un peu similaire dans le Mhm. sens où on a vécu des événements ou des défis difficiles à un moment donné de la vie. Et on a eu en fait la manière de s'y prendre qui était voilà, assez similaire. Et c'était pour ça que j'ai vraiment eu comme un coup de cœur Mhm. et que je t'ai proposé de faire cette interview. Super, merci Hmm. beaucoup. Merci à toi. Alors avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et mettre le like si vous aimez cette interview. Et puis, je vous offre également un petit livret de 5 postures de yoga pour soulager la douleur d'endométriose. Alors justement, je parle de l'endométriose et ça fait depuis 2016 que j'accompagne ces femmes qui sont atteintes de cette maladie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai accompagné à peu près 250 personnes en atelier, en consultation individuelle. Et c'est vrai que dans ton histoire, en fait, quand tu as fini ton bac, c'est bien Ouais, ça, ouais. en fait, tu as vécu un événement qui t'a profondément questionné sur ta féminité. Mhm. Alors, est-ce que tu Ouais. peux en parler? Oui, en fait, pendant 4 ans et demi, presque 5 ans, mes règles se sont bloquées. J'ai plus eu mes règles pendant tout ce temps-là. Et au début, j'étais plutôt contente de ne plus avoir mes règles. Donc, j'en ai pas trop parlé autour de moi. Et puis ensuite, au bout de quelques mois, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et puis avec les médecins, on a essayé de chercher la cause et vraiment, personne n'a jamais su pourquoi ça s'était bloqué comme ça. On a essayé des traitements et c'est vrai que certains marchaient, mes règles revenaient, mais dès que j'arrêtais de prendre le médicament, bah, c'était à nouveau bloqué. Donc il n'y avait vraiment pas de solution. Et puis comme ça durait, et puis j'étais à une période de ma vie où voilà, on commence à se poser des questions sur l'avenir, vouloir rencontrer quelqu'un, construire une famille. Bah, j'avais cette difficulté et ça m'a mis vraiment. Ça m'a rendue très triste parce que je me suis dit, personne ne voudra jamais de moi, personne ne pourra jamais m'aimer parce que je suis partie pour être infertile. Euh, voilà, c'était vraiment une grosse souffrance, donc j'en ai vraiment beaucoup pleuré. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'est comme si je réduisais ma valeur ou ma féminité simplement à la fécondité ou à la possibilité d'avoir des enfants. Et je me suis dit, mais enfin, ça ne me définit pas uniquement en fait. C'est comme si pour moi, être une femme, c'était uniquement être capable d'avoir des enfants et qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfants ou qui ne veut pas avoir d'enfants, bah, c'est pas vraiment une femme quoi. Et j'ai pris conscience que je réfléchissais comme ça et qu'il y avait certainement quelque chose à travailler autour de ça. Et j'ai essayé de me construire, enfin de chercher ma valeur en dehors de ça en fait. Oui. Je me suis dit, bah, ce qui me définit, c'est pas uniquement ça. Et puis, quelqu'un peut tout à fait m'aimer sans ça, évidemment. Et moi, je serais bien capable d'aimer un homme infertile, donc pourquoi pas l'inverse. Et je vais vraiment euh, trouver ma valeur autrement. Et ça m'a vachement boosté dans ma confiance en moi, en fait, à ce moment-là de ma vie. Oui. Et c'est vrai que moi j'ai déjà remarqué Mhm. que le regard de soi-même en tant que femme, Ouais. et puis cette histoire de, en fait, est-ce que je suis fertile ou pas, Mhm. il y a quelque chose qui est vraiment très délicat. Ouais. Et puis aussi, en fait, il y a vraiment le poids de notre conscience collective Mhm. accumulée depuis des décennies que même inconsciemment, même inconsciemment, quelque part,
Ben, en fait, pour être une vraie femme, entre autres, ben, en fait, il faut être fertile. Mm. Et que si je ne suis pas fertile, c'est comme si je ne suis pas une vraie Ouais. femme. Moi, j'aimerais vraiment démystifier ça parce que pendant longtemps, donc le temps de, tu vois, la famille, la dynastie et tout ça, et puis tous les biens étaient transmis en génération, machin et tout. Enfin, aujourd'hui, on est un peu comme ça aussi, mais aujourd'hui, on peut dire qu'en fait, notre manière de vivre est beaucoup plus large qu'avant. Mais le temps de dynastie, c'est vrai qu'une bonne femme, Mhm. c'est une bonne pondeuse. Oui, oui. Hein, en fait, on peut donner les progéniteurs aux hommes qui peuvent assurer le poursuit, comment dire, la continuité de dynastie. Mm. Et du coup, en fait, la femme qui ne peut pas donner ce progéniteur Ouais. peut être considérée comme, j'ose dire, quelque part inutile. Oui, elle sert à rien en fait. Bah, elle Mais sert à rien. moi j'ai eu cette impression, je Tu me vois? suis dit, je vais donner l'impression que je sers à rien en fait. C'est terrible de se dire que des femmes ou des jeunes filles à notre époque, on est inconsciemment, parce que c'était inconscient au départ en fait. J'en ai pris conscience petit à petit, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette idée en fait? Exactement, parce qu'en fait, justement, on dit tout ça aujourd'hui, c'est parce que pour nous démystifier. Mm. On n'est pas limité à être une pondeuse, mais on est, comment dirais-je, en fait, on peut s'exprimer notre fertilité, la créativité, avec plein d'autres moyens et qu'on peut se sentir pleine. Que C'est ça. voilà, Il manque rien en fait. Exactement, exactement. Donc du coup, c'est vrai que toi, tu as été vachement jeune quand tu as pris conscience de ça et que tu as commencé à cheminer, à te questionner et changer ton regard sur, sur toi et puis sur la condition d'être une femme. Je me suis dit en fait, on réduit le côté maternel fécond au fait d'être enceinte, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. On peut être féconde mais ne pas avoir de désir d'enfant. On peut avoir un désir d'enfant, ne pas être féconde. On peut être une maman sans être tombée enceinte, il y a d'autres manières. On peut être une mère pour un filleul, on peut adopter, on peut être une mère pour ses amis. Et puis on peut être féconde de bien d'autres manières, comme tu dis, la créativité, donner aux autres. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus large et c'est dommage qu'on réduise ça uniquement. Exactement. Et puis, être une maman, ce n'est pas non plus toujours a été bien vécu ou ni vécu de manière consciente et choisie. Et là, par exemple, moi j'ai fait une autre vidéo là où je propose en fait les exercices de yoga pour augmenter la fertilité. Oui. Mais dans la première partie de cette vidéo, je raconte une histoire de ma grand-mère. En fait, ma grand-mère m'a révélé il y a 2-3 ans quelque chose qu'en fait je n'ai jamais attendu. Elle m'a dit à un moment donné dans la discussion, elle m'a dit une phrase comme ça. Mais tu sais, Minako, de toute façon, tout comme ta maman, pour moi non plus, en fait, avoir des enfants, c'était pas tellement mon truc. Et quand j'ai entendu ça, j'étais là, mais j'avais la mâchoire qui tombait jusqu'à là, mais quoi? Mais t'en as eu 3! T'en as eu 3 et comment Et puis ma mère, en fait, elle en a eu 2, moi et mon frère. Je n'ai jamais imaginé que ma grand-mère et puis ma mère, en fait, se disaient intérieurement, en fait, finalement, être une maman, c'était pas tellement mon truc. Et j'ai demandé à ma grand-mère à ce moment-là, mais attends, mais comment ça se fait que, parce que t'en as eu 3. Elle a dit, tu sais, Minako, à l'époque, entre guillemets, le standard, le chemin qui était le sentier battu, c'était vraiment se marier, avoir les enfants. Et donc, en fait, c'est comme si, pour moi, il n'y avait pas tellement d'autres options. Et parce qu'en fait, j'ai trouvé que tout le monde faisait ça. Donc, en fait, je me sentais quelque part presque obligée de faire la même chose. Mais quand j'entends ça, ma grand-mère, c'était quelqu'un, à l'époque, en fait, c'était encore rare d'avoir des femmes qui font des études supérieures. Et elle a fait l'étude de pharmacologie.
Et puis, elle a eu le diplôme de pharmacienne. Et elle est allée chercher le local, enfin, elle a trouvé un local pour ouvrir sa pharmacie. Et le jour où elle devait réceptionner la clé, elle est pas allée. Et pourquoi elle n'est pas allée? C'est parce qu'en fait, elle était fiancée avec mon grand-père. Ouais. Et mon grand-père, c'est pareil. À l'époque, le norme, c'était la femme maison et homme travail. Et donc, en fait, son futur mari lui a dit, mais tu sais, écoute, moi, je préfère que tu restes à la maison et que tu n'as pas de métier. Mais tu t'occupes de moi et puis tu t'occupes de nos enfants. Et du coup, en fait, elle a jamais ouvert son pharmacie. Et puis elle est devenue maman alors que c'était pas tellement son truc. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Et donc, comme quoi, on pense, et surtout quand on a le problème de souci de fertilité, on a la tendance de se focaliser comme si c'était la seule but, le point cumulant d'être une femme. Mais vraiment, c'est à questionner. C'est à questionner. Comme tu dis, justement, en fait, à ce moment-là, de se dire, mais comment ça se fait qu'en fait, j'ai cette croyance, comme si je valais rien, si je ne pouvais pas avoir un enfant. Donc, je rejoins totalement ton démarche que tu as fait à ce moment-là. Donc, toi, tu t'es découverte dans plein d'autres facettes. Et que tu étais partie sur la découverte de tes valeurs autres que pouvoir donner naissance à des enfants. Et qu'est-ce que tu as trouvé comme valeur? Et c'était, en fait, j'ai toujours aimé les activités artistiques, mais je me suis vraiment développée à ce moment-là dans la créativité, les arts plastiques, la musique. J'ai écrit des chansons, j'ai beaucoup écrit de chansons et ça m'a vraiment aidée à surmonter tout ça en fait. Mais d'ailleurs, tu vois, en fait, ton période là où tes règles s'est arrêtée, en fait, ça coïncidait à une période de la vie particulière. Donc, en fait, c'était quand tu as démarré ton étude. Oui, je me suis dit, c'est l'arrêt de la... Il y a un blocage en moi, il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, c'est vrai que je faisais des études qui ne me correspondaient pas du tout, qui étaient pour correspondre au schéma de la famille. Voilà, il faut correspondre au schéma de la famille, il faut correspondre au schéma de la femme. Et puis dans tout ça, j'avais pas vraiment fait le choix moi-même et je m'étais pas écoutée. Et je pense que c'était un message pour me dire... non, en fait, ce chemin que tu prends, c'est pas un chemin fécond pour toi, en fait. Et il n'y a rien de fécond qui va sortir de ce chemin. Il faut réagir, il faut faire quelque chose, en fait. Oui, donc du coup, comment je peux dire, en fait, tu as choisi la médecine parce que toute ta famille était médecin. C'est ça. Et puis, c'est vrai que du coup, en fait, il dit, mais en fait, fais la médecine, alors que toi, tu avais envie de faire autre chose. J'avais envie de faire autre chose, mais c'est vrai que pour ma famille, c'était vraiment la voie royale, donc pourquoi faire autre chose? Et c'est vrai que je me suis laissée influencer par ma famille. Je me suis dit, bon, d'accord, je vais essayer. Et puis, j'ai fait 5 années de médecine quand même. Mais plus le temps passait et moins j'étais heureuse. Et j'étais de plus en plus malheureuse en fait. J'allais en stage en étant tout le temps stressée, j'aimais pas travailler dans l'urgence, je m'ennuyais en apprenant mes cours, j'avais un peu de mal à me faire des amis, je me sentais pas à ma place en fait, je pense que j'étais pas à ma place. Et ce rôle, quand je devais mettre la blouse, je me sentais vraiment pas bien, j'avais l'impression de mettre un costume, tu vois, et de jouer un rôle et je me suis dit... Non, en fait, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et mon corps me le fait comprendre aussi. J'étais dans vraiment cette réflexion, qu'est-ce que je fais, comment je continue. Ça fait déjà 5 ans, c'est quand même un investissement. Est-ce que ça vaut le coup d'arrêter ou est-ce que je continue? J'étais vraiment, parce que j'étais à la moitié de mes études. Donc là, c'était vraiment le moment où je me dis, ok, c'est le moment pour faire marche arrière ou alors je continue, on verra. Et puis là, j'ai vécu un deuil et ma cousine qui était comme une sœur pour moi est décédée. Et à ce moment-là, je pense que c'était le deuxième signal. Elle avait quel âge à ce moment-là? Elle avait 20 ans, ouais. Elle était plus jeune. Moi, j'avais 22 ans. Voilà. Donc elle était presque à ton âge. C'est ça.
qui s'est décédé brutalement. En accident de voiture, on allait ensemble à un mariage. Moi, j'étais dans une voiture plus loin. Et puis, voilà, elle est rentrée dans un camion, il y a eu un accident. Et elle est morte assez rapidement, en quelques heures. Et là, c'est pareil, passé le choc, j'ai vraiment eu cette sensation que la vie me donnait une deuxième chance, en fait. Je me suis dit, ok, il y a déjà eu le premier signe avec les règles qui s'arrêtent. Là, je suis en pleine prise de conscience. Et ça, cette deuxième chance qui m'est donnée, ça suffit, en fait. Il faut que je me sauve. Enfin, je me suis dit, si personne ne le fait pour moi, il faut que je me sauve moi-même. Je suis bien placée pour savoir ce qui est bon pour moi. Voilà, on m'a toujours dit, non, c'est ça qui est bon pour toi, c'est ce chemin-là, c'est ces décisions, c'est ces études, c'est ce travail. Mais en fait, non, en fait. Je sais ce qui est bon pour moi et mon corps me le fait sentir. Et donc, j'ai arrêté mes études. Wow. Et le jour où j'ai pris cette décision, je me suis sentie comme si un poids s'enlevait de mon dos, comme si des ailes me poussaient. Vraiment, là, ça a été la confirmation. Je me suis dit, ok, super, j'ai pris la bonne décision. Bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, justement, c'était malgré... parce qu'en fait, quelque part, en faisant ça, tu trahissais les attentes de ta famille. Oui. Et puis, tu as osé avancer dans ton chemin. Et suite à ça, donc, est-ce que ton corps a réagi? Est-ce que tu as senti le changement chez toi? Alors déjà, je me sentais beaucoup plus heureuse. Je pense que j'étais vraiment rayonnante. En fait, ma famille, qui était un peu surprise de ma décision, au bout de quelques temps, elle s'est dit, ok, mais c'est la bonne décision parce qu'ils m'ont vue vraiment heureuse. Oui. Et quelques semaines après, mes règles sont revenues en fait. Wow. Petit, mais voilà, petit à petit. Et puis ça s'est remis en marche en fait, petit à petit. Ouais. Après 4 ans. C'était 4 ans et demi, presque 5 ans. Ouais. Presque 5 ans où tu n'avais pas de. Et puis je perdais plus ou moins espoir. Je me suis dit, bon, il faut accepter. Mais la vie continue, donc du coup, bah voilà. Je me suis dit, j'ai envie d'être heureuse, je vais prendre les bonnes décisions pour être heureuse. Et bah voilà, mon corps a repris vie en fait. Ouais. Oui, donc tu l'as vraiment senti qu'en fait ton corps répondait lorsque tu prenais enfin une bonne décision. Je pense, je l'ai vécu un peu comme un remerciement en fait. Mon corps m'a dit merci de m'avoir écouté. Et, ouais, je l'ai vécu comme ça et c'est comme si on était un... Enfin, on peut pas séparer l'esprit du corps, mais je me dis, on est une bonne équipe, quoi. Ah bah ça, on travaille bien ensemble. Ouais. Et alors qu'au début, tu l'as pas, enfin tout au début, tu l'as pas du tout perçu comme ça. En fait, tu as plutôt senti comme une injustice. Pourquoi ça m'arrive à moi? Enfin, est-ce que tu as traversé aussi toutes ces phases-là? Bah oui, au début, c'est difficile, oui. Surtout que j'avais des gens autour de moi qui étaient en pleine santé, qui allaient bien, qui faisaient des projets, et je me disais, non, c'est pas juste en fait. En plus, moi j'aimais beaucoup les enfants, j'avais toujours eu envie d'être maman, et là je me suis dit, mais c'est pas possible que ça m'arrive. Enfin, on voit ça chez les autres, mais quand ça nous arrive, au début je voulais pas y croire. C'est ça. Et tu as vécu des émotions difficiles aussi? Oui, moi j'ai beaucoup pleuré en fait, j'ai beaucoup pleuré. Surtout au moment où je me suis dit, ça fait tellement longtemps qu'il faut que je me prépare à l'éventualité que ça revienne jamais. Et là, de faire le deuil de ça, et en fait, c'était vraiment dur, ouais. C'était vraiment dur, mais j'ai compris que c'était plus en rapport avec l'estime de moi et le fait que j'avais l'impression que je n'étais pas aimable. Si j'étais pas fertile en fait, et quand j'ai appris à me rendre, c'était plus profond, c'est ça. Et quand je me suis rendu compte que bah non, en fait j'ai de la valeur tout court, juste parce que je suis un être humain en fait, juste parce que j'existe, j'ai de la valeur, et j'ai pas besoin d'avoir des choses en plus qui prouvent que j'ai de la valeur, non en fait. Mais c'était, je pense, ça m'a donné de la force pour la suite. Bah du coup en fait cette expérience t'a permis de bâtir quelque part cette confiance en toi et l'estime de soi qui est plus solide qu'avant et qui t'a permis par la suite de continuer ta vie. Et puis tu traverses aussi une seconde épreuve. Oui, après plus tard, parce qu'ensuite donc, j'ai eu la chance de rencontrer un homme merveilleux avec qui j'ai une petite fille. Et là, suite à ça, quelques mois après l'accouchement, on a diagnostiqué un cancer de la thyroïde.
Et là, c'était à nouveau un choc. Et j'avais 28 ans et je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir un cancer. Pour moi, le cancer, c'était vraiment pour les personnes plus âgées. Un cancer à 28 ans, j'avais pas vu venir ça du tout en fait. C'était quand j'ai entendu le mot au téléphone, quand le médecin m'a appelé, ce mot fait un choc en fait. Bah oui. Ça fait un choc. Alors ensuite, j'ai eu de la chance parce que c'est vraiment un des cancers les plus gentils, entre guillemets, les moins graves, on va dire, avec des bonnes chances de guérir. Donc déjà, le médecin m'a tout de suite rassurée. Mais c'est vrai qu'il fallait aller vite. 15 jours après, j'étais opérée. Il fallait aller vite. Et c'était vraiment... là aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce que mon corps cherche à me dire en fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cancer? Oui. Parce qu'en fait, j'avais cette expérience à chaque fois de la mort de ma cousine, de ces règles qui s'étaient arrêtées. Et j'en ai retenu que, en fait, pour survivre, j'ai besoin de trouver à chaque fois du positif. C'est ma façon de survivre en fait. Parce que de tout le temps trouver injuste et d'être tout le temps triste, tout le temps en colère, ça non plus en fait, ça m'apporte pas le bonheur. Et ça me fait encore plus de mal. Et de vivre toutes ces épreuves pour rien, je trouvais ça encore pire. Je me suis dit, je veux au moins que ça m'apporte quelque chose, comme ça j'aurais pas vécu ça pour rien. Et là, avec ce cancer, je me suis dit, d'accord, ok, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour être plus heureuse? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie? En fait, à chaque fois, c'est pour moi un petit signal pour changer quelque chose. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment... Bon, à premier abord, évidemment, en fait, tu étais choquée. Mais ça, c'est clair. Effondrée. Ouais. Mais rapidement, tu t'es dit, en fait, comment je peux utiliser cette épreuve pour grandir, pour comprendre, pour avancer. C'est bien ça. C'est ce que tu dis en fait, parce que je me suis rendu compte, chaque épreuve, ça m'a fait évoluer et ça m'a rapproché ça a redonné du sens à ma vie en fait. Ma vie prenait un petit peu plus de sens parce que j'avais l'impression d'avoir plus appris à me connaître. Je sais pourquoi je suis là, quels sont mes dons, mes qualités, ce que moi j'aime, ce que j'ai envie d'apporter. Et à chaque fois, ça me refocalise un peu plus là-dessus. Et ça me fait avancer à petits pas. C'est comme si, en fait, dans ta vie, ces épreuves te permet de te réaligner sur ton chemin de vie, réajuster ou bien vraiment garder ce qui est essentiel. C'est ça. En fait... à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça me fait vraiment relativiser parce que ça arrive toujours à un moment où il se passe des choses autour de nous, des petits problèmes du quotidien et là, boum, le choc et je me dis, et là tout d'un coup, on n'en a plus rien à faire de tous ces problèmes. On se dit, pouf, c'est tellement pas important et on se rend compte qu'on se stresse et qu'on s'inquiète pour plein de choses qui en fait c'est rien parce que quand il nous arrive un choc comme ça, là on se rend compte vraiment, ok, les priorités dans ma vie, qu'est-ce que c'est? Et après, une fois que, évidemment, il faut faire les traitements, j'ai eu aussi de l'iode radioactif, il y a eu beaucoup de choses, mais bon, il faut faire ça, mais une fois qu'on a dépassé ça, comment je peux reprendre ma vie en me recentrant sur ces priorités? Parce que je me dis, je vois aussi des personnes qui ont des maladies, des grandes difficultés, et à ce moment-là, ils sont très préoccupés. Puis une fois que c'est passé, ils reprennent la vie là où elle s'était arrêtée, comme si de rien n'était. Mais moi, je me dis, ah non, je pourrais pas, parce que c'est pas possible de vivre un événement comme ça et de reprendre sa vie comme si de rien n'était. Voilà, je me suis fait opérer, j'ai pris les médicaments, ça va mieux. J'ai pas envie qu'il m'arrive des choses comme ça pour rien en fait. Oui, t'as besoin de trouver la sens à ce qui t'arrive. Oui. Mais même bien au-delà, en fait, tu veux vraiment transformer ça comme une opportunité de toi-même d'évolution. Et du coup, en fait, cette deuxième épreuve, ton cancer de thyroïde, t'a permis, encore une fois, de faire le changement de vie. Hein. Oui, en fait, là, donc j'avais une famille et je me suis rendu compte que, en fait, c'est ça qui compte pour moi et pas une quelconque carrière ou quelque chose comme ça et qu'il faut arrêter de courir après les diplômes et ce genre de choses. Il faut vraiment que je trouve un mode de vie qui me permette de passer plus de temps avec ma famille. Et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité en fait de créer un blog
Et j'ai créé ce blog depuis quelques mois maintenant. Et ça me permet vraiment de déjà faire une activité qui m'épanouit énormément parce que j'aime beaucoup écrire et essayer d'apporter du baume au cœur aux femmes à travers mes articles. Ouais. Et ensuite, ça me donne ce projet futur qu'avec ma famille, on puisse passer beaucoup plus de temps ensemble parce que je vais pouvoir travailler de manière beaucoup plus souple et flexible en fait. Oui, oui. Donc en fait, avant cette maladie, en fait, tu avais un style de vie où tu m'as raconté un petit peu, en fait, tu travaillais 40 heures par Oui, c'est semaine, ça, c'était la routine quoi. Voilà la routine. Et donc, suite à ça, en fait, tu as décidé de monter ton blog et commencer à avoir des projets différemment pour que tu puisses petit à petit construire ton style de vie. C'est ça. Qui va vraiment dans le sens de ton bonheur et puis qui te correspond vraiment. Parce qu'en fait, on m'a toujours dit, on peut pas vivre de sa passion en fait. Les artistes, si ça, c'est pas sérieux, on peut pas, il faut faire un vrai métier, tu vois. On m'a toujours dit ça. Mais moi, comme médecin. Mais moi, les choses que j'aime, c'est des choses qui n'ont pas de débouché, tu vois, la psycho, la philosophie, l'art, etc. Alors je me suis dit, bon, ok, je vais faire un métier bien, tu vois, bien rangé. Mais là, avec ce cancer, je me suis dit, non, en fait, c'est peut-être possible de trouver une manière de vivre de sa passion. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Et moi, ce qui me plaît, c'est les femmes. Peut-être justement à cause de tous ces problèmes de fertilité. Très tôt, j'ai ressenti beaucoup de tendresse et de bienveillance envers les femmes. Et je me suis dit, c'est tellement beau d'être une femme. Enfin, j'ai pris conscience que c'était beau d'être une femme. Peu importe qu'on soit fertile ou pas, grosse, mince, peu importe, c'est beau d'être une femme en fait. C'est tellement précieux. Et j'avais envie de faire quelque chose pour les femmes, pour qu'elles apprennent à s'aimer, qu'elles découvrent leur côté sacré, leur richesse intérieure, leur beauté, leur vraie beauté en fait, aussi la beauté intérieure. Et puis la solidarité féminine, des fois ça m'a manqué, tu vois. Quand je suis devenue une maman, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des commentaires, il faut mieux faire ci, il faut mieux faire ça. Souvent c'était des femmes. Et je me dis c'est dommage, on devrait entre femmes, on devrait s'entraider, se soutenir. Et donc j'avais envie de créer un blog où il y ait une communauté de femmes, une solidarité féminine et on ne se juge pas, on est dans la bienveillance et on s'accepte comme on est, on est accepté comme on est et on s'accepte soi-même comme on est en fait. Voilà, c'est ça le message que j'avais envie de délivrer. Et là, je suis tellement heureuse de pouvoir faire ça et de montrer à ma famille qu'on peut vivre de sa passion, vraiment, et que c'est important en fait, c'est important. On est là pour ça en fait. Tout à fait. Et donc ton blog, alors, quel est le nom de ton blog? Ça s'appelle mentalminceur.com, mental-minceur.com. Et l'idée, c'était d'aider les personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, soit parce qu'elles ont un problème de surpoids, soit parce qu'elles ont une relation un peu conflictuelle avec la nourriture, et d'aborder ensemble tous les aspects mentaux et psychologiques qui peuvent expliquer qu'elles sont dans cette situation et qu'elles ont du mal à perdre du poids, même si elles font des efforts pour mieux manger, même si elles font des efforts pour plus bouger, et ben, elles se rendent compte qu'elles ont toujours du mal à gérer le stress, que les émotions, des fois, elles les gèrent en mangeant, qu'elles sont plus du tout à l'écoute des signaux de faim et puis de satiété de leur corps. Et donc, j'essaie d'apporter un peu tout ça, d'apporter des éclairages en fait sur tous ces mécanismes. Oui, sur les mécanismes. Et puis, c'est vrai qu'en fait, notre rapport à la nourriture, ça raconte énormément de choses. Oui, c'est vrai. Et que j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes, pas que des femmes, mais beaucoup de femmes qui ont essayé beaucoup de régimes, mais qui l'ont mal vécu parce que c'était comme se faire violence en fait. On impose beaucoup de restrictions à notre corps et on se fait violence au lieu de faire le contraire, c'est-à-dire partir de soi, d'apprendre à se connaître et de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, de quoi mon corps a besoin en fait, et à partir de là, de décider ce qu'on va manger, quand, comment, etc. Et je me dis, il faut délivrer ce message libérateur que notre corps est bien fait, il a une intuition naturelle, il faut lui faire confiance et on n'est pas obligé de passer sa vie à s'imposer des choses et des restrictions, on peut vraiment se libérer de ça.
Et du coup, avec ça, faire de notre corps un allié, un partenaire en fait, et pas être dans le rapport de force avec son corps en fait. On s'aime pas, on l'aime pas. À chaque fois qu'on se voit dans le miroir, on se critique intérieurement. Je me dis, non en fait, il y a vraiment une autre manière de faire. C'est vraiment possible de s'aimer, d'avoir de la bienveillance, de la douceur avec soi. Même si on n'est pas encore, on n'a pas encore le corps qu'on veut, tu vois, mais il ne faut pas attendre d'être mince ou d'être ceci, cela pour s'aimer, pour s'apporter de la douceur, de la tendresse et pour s'accepter en fait. Oui. Et je trouve que c'est important. Et les gens qui font cette démarche de s'aimer, de s'accepter, d'être à l'écoute de leur corps, eh bien ils vont naturellement perdre le poids qui était là parce que le stress, parce que les émotions, etc. Parce qu'ils vont régler tout ça et du coup, ils auront moins besoin de manger tout ce qui leur permettait de gérer leur stress et ils vont naturellement mincir en fait. Bah oui, parce que c'est un tel stress et tel, comment dire, tournement intérieur de ne pas pouvoir s'aimer. Et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Voilà, par exemple, tant que je ne m'insiste pas, je n'aime pas mon corps. Oui. Et quand j'écoute ça, c'est que je suis juste hyper triste. Mais, enfin, j'entends, ok, donc en fait, tu peux changer quelque chose, mais tu peux entreprendre le chemin de changement, mais tout en t'aimant, tout en aimant ton corps, mais maintenant tout de suite. Et pourquoi attendre qu'une fois que tu seras... Tu vois, en fait, c'est quelque chose... Mais c'est pareil, en fait, on parle de ma soeur, mais de nos défauts, c'est pareil. Par exemple, moi, il y avait une période où certaines choses, tu vois, certains comportements ou ma fonctionnement, qui fait qu'en fait, à ce moment-là, intérieurement, je me dis, mais je me déteste. Par exemple, en fait, moi, je suis un peu... j'ai un côté intérieurement un peu hyperactive et déficit d'attention, comment dire, plus déficit d'attention. Et du coup, pour moi, par exemple, le moment où je quitte chez moi, c'est un moment souvent compliqué. Je cherche la clé, je trouve la clé, mais pendant que j'ai trouvé la clé, j'ai posé mon portable quelque part, et puis je trouve mon portable, et puis j'aurais posé ma clé ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Et quand en fait j'avais un rythme de vie très intense, et qu'en fait j'avais dans cette sensation qu'en fait j'avais plus de temps à perdre, en fait toutes ces choses-là, ça me mettait mais dans un état, mais en fait je me haïssais à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de ça, parce qu'en fait ça me rendait malade de me haïr, de me critiquer, de dire que mais pourquoi tu fais ça encore, mais encore. Et un jour, j'ai décidé, parce qu'en fait la question c'était pareil. D'un côté, en fait intérieurement, il y a une part de moi qui disait mais en fait Minako, c'est pas possible. Tant que tu ne changes pas, tu ne peux pas t'aimer. Et puis d'autre côté, je me dis mais non, mais ça c'est bizarre. Pourquoi en fait, si moi je ne m'aime pas, qui d'autre pourrait m'aimer? Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment, à chaque fois quand j'avais cette critique tellement dure intérieurement et que j'étais en train d'en ajouter plus alors que j'étais déjà en difficulté en cherchant la clé et les portables, et j'ai dit stop. Et à partir de ce jour-là, j'ai vraiment transformé petit à petit mon discours intérieur. Au lieu de dire mais en fait encore tu cherches la clé, mais c'est pas possible. Je commençais à dire Minako, t'inquiète pas, on va y arriver, on a le temps, t'inquiète pas. Et là, en fait, c'était vraiment, comment dire, c'est là où j'ai vécu qu'en fait, je n'ai pas besoin d'en ajouter. Et je pense que c'est la même chose pour les femmes qui n'aiment pas son corps. En fait, il y en a beaucoup qui se disent, mais je ne peux pas m'aimer tant que je ne suis pas mince. Mais là, en faisant ceci, en fait, on est en train d'en ajouter encore plus de stress, encore plus de non-amour. Du coup, j'ai envie de manger davantage pour calmer mes émotions. Et, enfin,
mais c'est exactement le C'est même vrai. mécanisme. C'est vrai. Mm, Et en plus, c'est même pas dit qu'une fois que ces personnes seront minces, mm. Ouais. elles vont s'aimer. C'est pas dit en fait. Ouais. C'est pas dit que la minceur apporte le bonheur. Il y a plein de personnes minces qui sont très malheureuses dans leur vie. Ouais. Donc associer minceur avec bonheur, c'est un peu risqué, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que si ça se trouve, la raison profonde qui fait qu'on s'aime pas, c'est pas le surpoids ou le corps, c'est peut-être autre chose. Et cette autre chose, si on ne le règle pas, on aura beau peser 20 kilos de moins, on s'aimera peut-être toujours pas en fait. Ouais, c'est ça. Alors c'est vraiment dommage. Alors que si on commence par s'aimer, on va avoir envie de manger des choses qui vont nous apporter des bons nutriments. On va avoir envie de bouger parce qu'on voit que ça nous fait du bien, mais pas parce que quelqu'un nous a dit qu'il fallait le faire ou parce qu'il faut absolument perdre du poids. Non, parce qu'on s'aime et on veut faire des choses qui sont bonnes pour nous. Donc c'est vraiment prendre le problème dans l'autre sens. Et je trouve ça tellement sain, c'est tellement du bon sens que je me dis, il faut que tout le monde fasse ça. Wow, c'est vraiment génial que tu partages ça avec les femmes. Donc du coup, tu as un cadeau aux femmes qui regardent cette vidéo, Oui, c'est bien ça? oui. J'ai écrit un e-book qui s'appelle Que faire lorsque manger moins et bouger plus ne suffit pas. Et j'explique un peu justement tous les mécanismes psychologiques qui peuvent expliquer pourquoi on a pris du poids ou pourquoi on a du mal à en perdre. Et je parle du stress, j'explique en quoi le stress fait grossir et empêche de perdre du poids. Je parle des émotions. Comment est-ce qu'on peut gérer ses émotions sans passer par la case je mange du chocolat ou de la glace. Et je parle aussi de se remettre à l'écoute de son corps parce que souvent on a perdu cette connexion et la raison pour laquelle on mange trop ou mal, c'est parce qu'en fait on a du mal à repérer les signaux de faim et de satiété, on a du mal à s'arrêter de manger, on a perdu en fait cette intuition naturelle et donc avec cet e-book je donne plein de conseils pour réapprendre à manger de manière intuitive en se mettant à l'écoute de son corps. Voilà. Ah, super. Donc je mettrai le lien pour recevoir son e-book en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Et puis, écoute, merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir de t'entendre parce que je sens qu'on a énormément de choses en commun, en effet. C'est vrai, ouais. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur ma chaîne et puis laissez les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en avez retiré de notre conversation d'aujourd'hui? Ça nous fait toujours plaisir de nous lire. À très bientôt. Au revoir.